Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Donald Trump provoque une nouvelle panique ce soir sur les marchés mondiaux. Le président américain menace l'Union européenne de 50% de droits de douane à compter du 1er juin, soit dans environ une semaine s'il met ses menaces à exécution. Wall Street a ouvert en baisse il y a un peu plus d'une heure. Les bourses européennes ont chuté immédiatement après l'annonce. Les secteurs du luxe en France, de l'automobile, de l'aviation sont en forte baisse. Donald Trump avait pourtant annoncé une trêve tarifaire de 90 jours le 10 avril, le temps de laisser les négociations arriver à leur terme. Mais le locataire de la Maison-Blanche n'aura pas attendu jusque-là. Pourquoi? C'est ce que nous verrons. Il n'en fallait pas plus pour attiser la colère des grands patrons déjà ulcérés. C'est invivable, dit le patron d'Airbus, dont l'action dévisse ce soir. Le PDG de Total menace de délocaliser et Bernard Arnault demande à l'État de ne surtout pas se mêler de la gestion des entreprises. La France subit la stratégie du chaos du président américain alors qu'elle sera sûrement contrainte au sacrifice. Le FMI nous demande de prendre des mesures difficiles. Notre pays risque-t-il une mise sous tutelle en cas de refus? Nous posons la question à Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui est avec nous en plateau ce soir. Taxe contre l'Union Européenne, Trump repart en guerre, c'est le thème du grand dossier. Partons tout de suite aux États-Unis. Retrouvez nos correspondants Thierry Coiffier devant Wall Street et Mathieu Derrien non loin de la Maison-Blanche. Thierry Coiffier, bonsoir, on commence par vous. C'est la panique sur les places financières. Oui, Marie-Aline, c'est vrai qu'ici, il y a de la tension à Wall Street. Le Dow Jones, par exemple, et le Standard & Poor's 500, vous savez, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, ont ouvert en forte baisse. J'allais vous dire que là, ça va un tout petit peu mieux. Alors, je mets beaucoup de bémol à ce que je vous dis. Peut-être que les traders, les marchés financiers, tout du moins ici aux États-Unis, ont commencé à s'habituer à ces coups de semonce de Donald Trump via son réseau social Truth Social. Là, on est à un peu moins d'1% de baisse pour ces deux indices références. Alors, c'est pas brillant, mais c'est quand même une baisse qui est plutôt contenue. Sur les marchés européens, en revanche, vous le disiez, il y a des secteurs qui souffrent particulièrement. Vous citiez le domaine du luxe, Hermès moins 3%, Stellantis dans le marché automobile également plus de 4% de baisse. Il y a donc beaucoup d'inquiétudes. Alors, ces négociations, elles s'annoncent ardues parce que j'allais vous dire, Marie-Aline, qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres entre Donald Trump et l'Union européenne. Donald Trump parle d'une balance commerciale déficitaire pour son pays qui, selon lui, s'élèverait entre 300 et 350 milliards de dollars. Et puis l'Union européenne, elle parle plutôt de 160 milliards de dollars. Et elle ajoute même que si on incluait dans ce chiffre les ventes de services, parce que vous savez que les États-Unis vendent beaucoup de services, notamment numériques à l'Europe, ce chiffre atteindrait 60 milliards. On est donc très loin les uns des autres. Et là, les négociations, vous le disiez, il y a une semaine pour les conclure. Ce sont donc des négociations sous pression qui vont commencer. Merci beaucoup Thierry Coiffier devant Wall Street ce soir. On va partir à Washington, retrouver notre correspondant Mathieu Derrien. Bonsoir Mathieu, pourquoi Trump nous redéclare la guerre? Bonsoir. Eh bien, tout simplement parce que pour Donald Trump, les choses n'avancent pas assez vite dans les négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Pourtant, ces négociations, elles sont bien en cours. Dans moins de 3/4 d'heure maintenant, il doit y avoir un nouvel appel téléphonique entre les représentants au commerce américains et européens. Et donc, on continue de chercher un terrain d'entente finalement. Donc, en fait, Donald Trump, avec cette menace d'un retour des droits de douane qu'on pensait pourtant derrière nous, eh bien, il va influer sur cette conversation. C'est une manière pour lui de mettre un coup de pression. On sait qu'il aime arriver en position de force dans les négociations. Et d'ailleurs, son secrétaire au Trésor, qui est en première ligne de ces négociations, a déjà réagi à ce message en disant qu'il espérait que ça allait mettre le feu aux poudres à l'Union européenne. Merci beaucoup Mathieu Derrien, notre correspondant aux États-Unis pour TF1 LCI, en direct ce soir de Washington. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment, j'ai le plaisir d'accueillir dans le grand dossier Jean-Claude Trichet. Bonsoir. Bonsoir. Ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans le grand dossier. Christian Saint-Etienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste universitaire et analyste politique et vous sortez
Le livre qu'on a besoin de lire, Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe, aux éditions Odile Jacob. Votre analyse nous sera évidemment très précieuse. J'ai également le plaisir d'accueillir Isabelle Tisse-Saint-Jean. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeure d'université à la Sorbonne Paris-Nord, aussi grande spécialiste de ces questions. Et Isabelle Saporta, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à RTL. Merci beaucoup d'être avec nous dans le grand dossier. Les nouvelles menaces douanières de Donald Trump envers l'Union européenne plombent les marchés ce soir. Le président américain menace d'imposer à l'Europe 50% de droits de douane. Regardez ce qu'il a annoncé sur son réseau Truth Social. C'est son terrain pour s'exprimer. Il est très difficile de négocier avec l'Union européenne qui a été créée dans le but premier, dit-il, de prendre l'avantage sur les États-Unis dans le domaine du commerce. Nos discussions avec eux ne mènent nulle part. C'est pourquoi je recommande d'imposer à l'Union européenne un droit de douane de 50% à compter du 1er juin. Ce soir, la guerre des taxes avec l'Europe est relancée. Jean-Claude Trichet. Oui, à l'évidence. Ceci dit, on est habitué à des propos complètement anormaux, profondément anormaux du président des États-Unis. On n'ose pas le dire généralement parce qu'il a l'onction populaire et il a été élu de manière incontestable. Il possède en effet la totalité des pouvoirs actuellement aux États-Unis. Mais ça ne l'empêche pas d'être réellement aberrant dans son comportement. Et je dois dire que là, c'est une aberration complète, puisque des négociations sont en cours. Il avait lui-même déclaré une pause. Il transgresse, disons, ses propres propos, mais il faut s'habituer à cela. Je pense que ça ne durera pas éternellement parce que j'ai beaucoup de contacts aux États-Unis et clairement, il est en train de perdre la confiance des républicains raisonnables. Oui. Donc tout ça ne peut pas, à mon avis, durer éternellement. Par ailleurs, il porte un formidable coup à l'économie américaine. Oui. On a des statistiques et des enquêtes d'opinion qui nous montrent que le sentiment des consommateurs est à un plus bas quasi historique maintenant, et que les expectations, les anticipations d'inflation sont elles aussi extraordinairement hautes, puisque bien entendu tous ces tarifs vont augmenter l'inflation. Ce qui veut dire accessoirement que les taux d'intérêt, contrairement à ce qu'il espère, ne peuvent pas, et les taux d'intérêt de marché en particulier, ne peuvent pas baisser s'il y a réellement à tenir compte du risque inflationniste à venir. Et d'ailleurs, on a effectivement des taux à 30 ans qui sont également extrêmement élevés. Donc les choses ne vont pas bien aux États-Unis. Jusqu'à présent, il est soutenu par ses propres électeurs, mais je ne crois pas que ça puisse durer éternellement. Ceci dit, il y a un dernier point sur cette question des échanges entre l'Europe et les États-Unis. Il est parfaitement exact que les États-Unis ont un très gros surplus dans ces échanges en ce qui concerne les services et bien entendu les plateformes digitales. Et il appartient aux Européens de se battre dans cette négociation en tenant compte de tout. Et certainement, si jamais les plateformes digitales avaient le sentiment qu'elles peuvent être elles-mêmes en situation difficile, elles ne manqueraient pas d'exercer une pression sur le président lui-même. C'est intéressant ce point. On va revenir justement sur la riposte possible de l'Union européenne et on verra que les grands patrons ne sont pas d'accord sur la manière dont il faut gérer Donald Trump. Ce soir, question Saint-Étienne, alors ce n'est pas un vendredi noir, mais ce qui se passe est quand même très inquiétant. Oui, ça augmente la volatilité sur les marchés internationaux. Déjà, les décisions d'investissement des Européens, mais également des Asiatiques aux États-Unis, intégraient le risque qui est accru. Mais là, comme l'a dit Jean-Claude Trichet, on sort de la normalité d'une négociation, surtout entre alliés. Tout le monde a encore à l'esprit que quand Trump a fait ses premières annonces, il a frappé uniquement ses propres alliés plutôt que la Russie, par exemple. Or, on a déjà discuté de ça sur LCI, mais c'est quand même important de le rappeler. Les États-Unis ont construit en 80 ans un ordre financier, monétaire, militaire, politique, international, dont ils étaient les premiers bénéficiaires, mais qui contribuaient à l'aura, à la puissance et à l'influence des États-Unis dans le monde.
Trump est en train de rétrécir cette influence. Quand il s'imagine qu'avec ses droits de douane, il va protéger les États-Unis, en fait, il est en train de construire une forteresse autour des États-Unis. Mais les États-Unis, si c'est 23% du PIB mondial, c'est 11 à 12% du commerce mondial. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous avez 88-89% du commerce mondial en dehors des États-Unis, les accords vont se multiplier. On est toujours en attente d'un accord sur le Mercosur. On l'évoquera peut-être parce qu'il y a aussi des déficiences européennes dans la politique commerciale de l'Union européenne. Mais il y a un accord en négociation avec l'Inde. Il y a un accord qui doit évoluer rapidement avec le Japon. Donc nous devons multiplier les accords et surtout nous méfier de la Chine. Donc il y a aussi des problèmes internes à l'Union européenne dont on va certainement parler tout à l'heure. Évidemment. Alors c'est cette image qui montre que la situation est extrêmement inquiétante sur les marchés financiers. C'est le rouge partout, le CAC 40 qui s'enfonce de plus de 3%, Francfort qui a lâché 2%, Milan plus de 2%, et les secteurs du luxe. Alors là, ces images sont en direct, et en fait, c'est toutes les entreprises, les indicateurs qui sont en rouge. On a Airbus qui est en rouge, le secteur du luxe, de l'automobile, de l'aviation qui sont en forte baisse. Voilà, ça c'est l'effet Trump sur les marchés financiers. Isabelle Tisse-Saint-Jean. Oui, alors on est reparti pour un tour, quoi. Il y a un côté, c'est l'éternel recommencement dans ces espèces d'à-coups considérables, d'une violence absolument incroyable. Alors il faut probablement, il y a évidemment les revirements permanents, donc on est dans un revirement de plus, mais il faudra quand même essayer, donc il y a beaucoup d'irrationalité, mais il faudra quand même essayer de comprendre là ce qui se passe, pourquoi là précisément. Et je pense que c'est pas seulement des négociations qui effectivement, pas plus tard qu'hier, moi je discutais avec quelqu'un en disant mais qu'est-ce qui se passe sur les négociations? Où est-ce qu'on en est? Et donc, il y a des négociations à bas bruit technique, mais en revanche, il ne se passe rien. Bon. Donc, il y avait une situation, ça continuait, c'était bloqué, mais ça n'explique pas ce qui se passe là. Et à mon avis, il faut aller voir du côté d'autres dossiers géopolitiques de Trump, voire des dossiers internes, parce qu'il y a de l'irrationalité, notamment ce qui s'est passé sur le vote du budget, les réactions des marchés à la suite du vote du budget, cette dette qui a priori va exploser, la dette américaine va exploser, la dette publique américaine va exploser, donc ça suscite des réactions. Je pense que c'est aussi pris là-dedans. Ceci étant, oui, c'est un tremblement de terre, c'est vraiment des conséquences d'abord pour les États-Unis. Il faut quand même, c'est vraiment d'abord pour les États-Unis en termes de croissance, en termes d'inflation, en termes d'inégalité, parce que ça va peser sur les ménages américains les plus faibles, c'est eux qui vont pâtir le plus. Mais évidemment, ça a des conséquences sur l'Europe et dans une moindre mesure sur la France, vu le degré d'ouverture de la France. Mais sur l'Europe, il y a quand même, alors très rapidement, peut-être, si vous me laissez encore une minute, je vous en prie. Il faut absolument que l'Europe continue ce qu'elle fait, c'est-à-dire sa capacité de rester avec une relative cohésion. Bien sûr, il y a des intérêts divergents, donc il y a des voix qui s'expriment, mais pour l'instant, ça tient. Première chose. Deuxième chose, il faut que l'Europe soit consciente absolument de ses forces et de ses faiblesses. Sa force, la première peut-être, c'est le premier acteur des échanges internationaux. C'est le premier marché mondial. Et deuxième élément, en plus, elle est ouverte sur elle-même. 70% de nos échanges internationaux se font à l'intérieur de l'Europe. Donc ça, c'est une force considérable. En termes de puissance économique, on joue à jeu égal avec la Chine, évidemment derrière les États-Unis, mais on joue à jeu égal avec la Chine. Alors évidemment, on a des vulnérabilités. On a, je dirais, 3 vulnérabilités. On va y revenir justement sur la manière justement dont il faut riposter. Prenons conscience de notre force, de nos forces, et ne nous laissons pas impressionner par Donald Trump dans ce bras de fer terrible. Et justement, avant de repartir aux États-Unis, retrouver Thierry Coiffier pour comprendre pourquoi Donald Trump menace l'Europe maintenant, ce soir, Isabelle Saporta, le président américain décidément ne nous ménage pas. Écoutez, en fait, quand j'entends tous ces éminents économistes, quand je vous vois, Jean-Claude Trichet, et que je me dis,
que pense-t-il? Est-ce que vous imaginez un jour que le coup le plus rude contre le libre-échange mondial viendrait du président multimilliardaire des États-Unis? Donc effectivement, on est dans une espèce de réalité qui n'a plus aucun sens. C'est que je vous voyais, chacun d'entre vous, en train d'essayer de ramener de la rationalité auprès de quelque chose qui n'en a pas. La seule chose que je me dise, pardonnez-moi ce petit pas de côté un peu rigolo, alors que la situation n'est pas drôle, c'est que comme l'économie, en fait, c'est des modélisations, normalement, personne n'ose fracasser une économie pour essayer in situ de nouvelles choses. Là, vous avez la première économie mondiale qui, chaque jour, fait des tests au réel. Donc, j'espère que tout le monde prend des notes pour voir ce qui résiste pas dans le crash test. Mais plaisanterie, mais c'est vrai, écoutez, c'est vraiment tellement fou que voilà. Rien n'a de sens. Vous avez raison de rappeler aujourd'hui qu'on devrait être dans des négociations. Qui a refusé de recevoir Ursula von der Leyen jusque-là? Le président américain. Il dit que l'Europe a été faite pour empapaouter, pardonnez-moi, c'est d'être trivial, les États-Unis. Enfin, on dirait, pardonnez-moi, qui n'a pas la fameuse marque pomme, qui ne regarde pas Netflix le soir, en fait, on est bouffé par les GAFAM sur la pub, sur Google, sur nos messageries, surtout, on vit. McDonald's fait des affaires en or en France comme nulle part ailleurs, donc on vit dans un univers américain. Donc tout ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est pas grave, parce que la seule chose qui intéresse Donald Trump, c'est de parler aux MAGA. Et là, madame, moi, je vais vous dire un truc. Il y a, moi, une chose que je me pose comme question, d'ailleurs vous en avez déjà parlé sur LCI, c'est au fond, est-ce qu'il ne répond pas juste par un agacement parce qu'il y a eu un accord sur les minerais entre une société danoise, française et danoise et le Groenland, et qu'en fait c'est lui qui visait le Groenland. Vous savez, tout est tellement ahurissant avec lui, si ça se trouve, c'est ça. Ah, mais tout est possible, Isabelle. On va justement partir aux États-Unis, retrouver à New York Thierry Coiffier. Thierry, justement, pourquoi le président américain, qui est tout à son bras de fer avec la Chine, s'attaque de nouveau à l'Europe? Écoutez, ça fait peut-être partie de ces coups de semonce de Donald Trump. Parfois, Isabelle Saportel disait, il se réveille un peu le matin et puis il a une idée qui lui traverse la tête et puis il tweet, ou en tout cas, il publie sur son réseau social. Plus sérieusement, c'est vrai que ces négociations, selon le président américain, n'avancent pas. Elles ont commencé, c'est vrai, mais selon lui, eh bien, il y a toujours la TVA et puis il y a aussi des sanctions qui ont été prises à l'encontre des sociétés américaines par l'Union européenne. Ça, Donald Trump en parle dans son message ce matin sur Truth Social. C'est vrai que Apple et Meta ont été sanctionnés dernièrement par l'Union européenne et Google serait aussi dans le viseur de l'Union européenne. D'où peut-être ce nouveau message de Donald Trump. Alors, j'allais vous dire qu'ici à Wall Street, peut-être que les traders ont commencé à prendre l'habitude de ces coups de semonce. Je me souviens d'être ici devant Wall Street il y a quelques semaines quand il y avait eu ses droits de douane de 145% contre la Chine. Écoutez, là, on en est où avec la Chine? Il y a une pause de 90 jours. Tout a été remis sur la table. Ça fait peut-être partie, une nouvelle fois, de ce sens du deal dont Donald Trump se vante d'être le maître. Merci Thierry Coiffier. Oui, on avait vécu avec vous cette première séquence qui avait paralysé le monde entier et on a l'impression qu'on revit le même cauchemar saison 2. Merci beaucoup à Thierry Coiffier en direct de New York. Je voudrais vous montrer, Christian Saint-Etienne, cette liste des pays européens qui posent à Donald Trump. Alors, pose problème. On a l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Suisse, l'Autriche, la Suède. Pourquoi ? Les situations sont assez différentes. Ce qui est ahurissant, c'est que sur l'Irlande, ce sont les GAFAM qui sont installés en Irlande qui expliquent les déséquilibres entre les États-Unis et l'Irlande. D'ailleurs, l'Irlande, vous le savez, a une croissance théorique très forte. Je précise qu'en rouge, c'est le déficit commercial à chaque fois des Américains avec ces pays. Et donc, nous, ça fait plus de 16 milliards. Oui. Alors, encore une fois, c'est le commerce de biens et on n'intègre pas les services. Et pour ce qui est de la France, d'ailleurs, quand on intègre les services, nous n'avons pas d'excédent sur les États-Unis. Donc, si on essaie de comprendre ce qui se passe, il y a une négociation qui est en cours avec cette soi-disant théorie de la capacité de Trump de faire des deals. Alors,
encore une fois, faire un deal sur l'achat d'un immeuble dans une ville des États-Unis ou d'un terrain pour construire un casino, c'est une chose. Faire un deal avec les pays européens, 27 pays qui comptent non seulement par le commerce, mais qui sont un élément clé de la puissance des États-Unis dans le monde, puisqu'on est complètement bouffé par les États-Unis. En fait, si vous regardez le monde, du fait de la troisième révolution industrielle de l'informatique numérique, il y a deux mondes différents. Il y a le monde des GAFAM, et avec donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais de l'autre, on a les BATHX, ce sont exactement les équivalents, les grandes entreprises chinoises qui sont extrêmement puissantes et qui dominent le monde numérique. Christian Saint-Etienne, je rappelle que vous êtes vraiment au cœur de l'actualité avec votre livre. Je voulais terminer sur ce point parce que ça va influer votre question. Où est la situation en fait? On a deux guerriers géants qui se battent pour la domination stratégique mondiale. Et par rapport à ce que disait Isabelle Saporta, on a deux araignées géantes sur le net international. Et nous, l'Europe, nous sommes englués dans le net américain. Comment on va riposter? C'est la question que l'on va se poser dans un instant dans ce grand dossier, alors que ce soir, Donald Trump provoque à nouveau le choc dans le monde entier. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir, intitulé « Taxe contre l'Union européenne ». Donald Trump repart en guerre. Le choc provoqué par le président américain déstabilise le monde entier. À nouveau ce soir, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, dit qu'il veut mettre le feu aux poudres à l'Europe. Il n'en fallait pas plus pour attiser la colère des grands patrons déjà ulcérés. C'est invivable, dit le patron d'Airbus, dont l'action dévie ce soir. Le PDG de Total menace de délocaliser et Bernard Arnault demande à l'État de ne pas se mêler de la gestion des entreprises. Est-ce que la France paiera le prix fort? C'est ce que nous verrons avec les secteurs qui sont déjà touchés par cette guerre commerciale qui est relancée. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, sur le front de la guerre en Ukraine, 270 militaires et 120 civils. Les premiers échanges de prisonniers en Ukraine ont eu lieu il y a quelques minutes entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays s'étaient accordés justement sur cet échange lors des négociations directes entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, souvenez-vous, mi-mai. Donald Trump qui fait face à la riposte de Harvard. La prestigieuse université américaine décide de poursuivre en justice l'administration Trump qui lui interdit d'accueillir des étudiants étrangers. La Maison-Blanche reproche à l'université une complaisance envers l'antisémitisme, mais aussi des liens avec le Parti communiste chinois. L'information vient de nous parvenir en justice dans l'affaire Le Squarneck. Le réquisitoire a été annoncé. Une peine maximale de 20 ans de réclusion et de rétention de sûreté a été requise contre Joël Le Squarneck, cet ancien chirurgien qui est jugé à Vannes pour viol et agression sexuelle envers près de 300 personnes, la plupart d'anciens patients mineurs à l'époque. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir consacré à cette question, taxe contre l'Europe. Donald Trump repart en guerre avec Jean-Claude Trichet, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien président de la Banque centrale européenne, Christian Saint-Etienne, économiste universitaire, analyste politique, Isabelle Saporta, éditorialiste à RTL, et Isabelle Tisse-Saint-Jean, économiste, professeure d'université à la Sorbonne, Paris-Nord. Je vous le disais, le choc provoqué par Donald Trump déstabilise à nouveau ce soir le monde entier en relançant cette guerre des taxes. 50% de droits de douane imposés sur les produits de l'Union européenne importés aux États-Unis à partir du 1er juin. Et regardez ce que dit le secrétaire d'État
au commerce Scott Bessent. J'espère que ces droits de douane mettront le feu aux poudres au sein de l'Union européenne. Mathieu Derrien, notre correspondant pour TF1 LCI aux États-Unis, est avec nous en direct. L'administration Trump, il va très fort. Eh bien oui, parce que Donald Trump trouve tout simplement que les choses n'avancent pas assez vite dans les négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Vous parliez de Scott Bessent, on l'a vu ce matin, c'est le secrétaire au Trésor américain. Il est allé se plaindre auprès de la chaîne Fox News que les négociations commerciales avec l'Union européenne n'étaient, je cite, pas de la même qualité qu'avec d'autres partenaires commerciaux. Il était donc très satisfait de voir son patron taper du poing sur la table et il a donc déclaré qu'il espérait que ça allait mettre le feu aux poudres en Union européenne. Donc on sait que dans moins de 10 minutes maintenant, les représentants au commerce européens et américains doivent se parler au téléphone pour continuer à chercher un terrain d'entente commerciale. Et c'est un appel qui a été prévu bien avant que Donald Trump ne poste ce message. Et donc dans cette perspective, on peut voir ça comme une tentative de mettre un coup de pression tout simplement sur les Européens. On sait que Donald Trump adore apparaître en position de force quand il négocie quelque chose. Et bien là, clairement, il dit aux Européens, n'oubliez pas ce que je suis capable de faire si les choses ne vont pas dans mon sens. Merci beaucoup Mathieu Derrien pour ces précisions, notre correspondant pour TF1 LCI aux États-Unis en direct ce soir de Washington. J'ai vraiment envie avec vous Jean-Claude Trichet qu'on revoie les mots de Scott Bessent qui sont d'une agressivité, mettre le feu aux poudres en Europe. Pourquoi tant de haine ? Je crois surtout que c'est pour apparaître vis-à-vis de son propre président, un homme lige qui fait effectivement ce que le président lui demande de faire. Ce n'est pas lui d'ailleurs, sauf erreur de ma part, qui négocie. Donc on est en présence d'un jeu, c'est un théâtre, et ils jouent tous. Malheureusement, on n'est pas habitué à ça, on n'a jamais vu ça à vrai dire. C'est un jeu démoniaque, c'est un jeu qui est pris au sérieux quand même par beaucoup de participants du marché, d'entreprises. On voit les stocks monter, descendre là de manière régulière et partout dans le monde. Les taux d'intérêt de long terme sont à des niveaux historiquement extrêmement élevés, ce qui pour les États-Unis est réellement catastrophique. Et on a aussi un dollar, sauf erreur de ma part, qui est en permanence un peu menacé. Je ne peux pas ne pas me souvenir de l'opération précédente où, de la même manière, on mettait le feu à toutes les poudres possibles et imaginables et où ça provoquait la baisse de tous les actifs américains, qu'il s'agisse des actions, qu'il s'agisse des obligations ou qu'il s'agisse du dollar. Et comme tout signalait que les marchés se retiraient des États-Unis, ce qui les menace toujours d'ailleurs, le dernier qui est allé dans le bureau ovale a expliqué au président qu'il était temps de calmer le jeu, et c'est là qu'il a dit alors pause de 90 jours, sous la pression des marchés qu'il avait lui-même enflammés, si je puis dire. Et donc j'ai du mal à prendre au sérieux ce jeu théâtral permanent. Je ne commande pas le propos de M. Bessent, ni celui, malheureusement, du président des États-Unis. Tout ce que je sais, et qui est complètement aberrant, c'est que parmi les données qui, pour lui, sont très importantes, les tarifs doivent permettre de financer le budget des États-Unis. Oui. Il raisonne comme ça, ce qui est totalement aberrant, naturellement, mais c'est une partie importante de son raisonnement. Comme il est déjà dans une panade épouvantable sur le plan budgétaire, et qu'en plus, il aggrave cette situation, évidemment, on peut comprendre qu'un enfant puisse se dire, en effet, oui, je peux faire un lien. Mais ce n'est pas raisonnable, tout ça, ce n'est pas sérieux, et il appartient, en effet, aux partenaires, et surtout aux Européens, de rester sérieux, et je dirais très rigoureux, aussi bons négociateurs que possible, et bien entendu unis. Mais ils sont obligés d'être unis, puisque nous sommes déjà une fédération lorsqu'il s'agit de procéder à des négociations commerciales internes. Non. Il y a des intérêts divergents. Ben bien sûr, oui. Et bien sûr, et toujours, et dans toute fédération, il y a des intérêts divergents. Simplement, à la fin des fins, il y a une position. Et nous sommes contraints d'avoir une position. J'espère ardemment qu'elle sera la meilleure possible, disons. Et n'oublions pas que nous avons, comme cela a déjà été dit autour de cette table,
la carte des services, la carte des grandes plateformes digitales, la carte de l'ensemble digital, où nous sommes un immense marché pour eux. Et bien entendu, il est désolant, comme le disait Christian Saint-Étienne, qu'il y ait deux puissances dans le monde, la chinoise et l'américaine, et pas nous. Accessoirement, entre nous, je parlais de fédération sur le plan de la négociation commerciale internationale. J'appelle de mes voeux, de manière extrêmement sincère, une fédération politique européenne. Car le problème que nous avons, le plafond de verre que nous avons, c'est que nous ne sommes pas une fédération politique. Je rebondis sur ce que vous dites, et j'ai envie de vous faire réagir, notamment vous, Isabelle Tisse-Saint-Jean, sur ce que dit le ministre polonais en charge du commerce, sur les négociations, sur un peu le théâtre devant les caméras et ce qui se joue en coulisses. Écoutons-le. L'Union européenne et les États-Unis sont en train de négocier. Certains négocient à huis clos, d'autres devant les caméras. Le fait que nous voyons des déclarations importantes faites au public ne veut pas dire qu'elles se traduiront par des actions de la part de l'administration américaine. Ça veut dire, Isabelle Tisse-Saint-Jean, que tout ça, c'est quand même un énorme coup de pression pour nous obliger, nous, Européens, à plier ? Alors oui, on est effectivement dans cette façon de négocier incroyablement brutale, alors qui produit parfois des résultats. Quand on regarde l'accord a priori qui serait signé avec l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, on se rend compte que ça a payé, parce que cet accord est incroyablement déséquilibré en défaveur du Royaume-Uni, en réalité. Ça atteste des faiblesses, effectivement, du Royaume-Uni dans la négociation. C'est là où il faut revenir sur les forces et les faiblesses de l'Europe. Donc les forces, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le premier marché, ouvert sur lui-même, une grande puissance économique internationale, avec des moyens de rétorsion possibles, et effectivement sur les services, et puis quand même des faiblesses. Les faiblesses qu'on a vues dans les dossiers géopolitiques, au moment de la rencontre dans le bureau ovale entre Trump et Zelensky, où on s'est rendu compte que voilà, notre allié, celui qui était notre allié, était en train de lâcher, et qu'on se retrouvait dans une très grande situation de vulnérabilité à l'égard de la Russie. Donc il y a cette faiblesse de l'Europe sur le plan géopolitique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle en a pris conscience. La bonne nouvelle, c'est qu'elle commence à se réorganiser de manière à être à moyen terme moins dépendante des États-Unis. L'autre faiblesse, c'est la faiblesse effectivement sur les nouvelles technologies. C'est-à-dire que oui, on est pris entre deux énormes puissances, et pour l'instant, alors qu'on a tout le potentiel, et je pense en particulier à la France. La France, c'est la première école de mathématiques du monde jusqu'à il y a peu. Quand vous avez une école aussi puissante, alors jusqu'à il y a peu, parce que, étant donné les politiques qu'on mène sur la recherche, et le manque de financement, le manque de recrutement, on fragilise tout ça, mais pour l'instant, il y a ce potentiel. Donc on a possiblement la capacité de le faire, mais il faut qu'on le fasse. Et puis, permettez-moi juste de rebondir, puisque vous parlez de politique. Le ministre délégué du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, a réagi il y a quelques instants. Regardez ce message qu'il a posté sur X. Les nouvelles menaces de hausse de droits de douane de Donald Trump n'aident en rien pendant la période de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous gardons la même ligne, la désescalade, mais sommes prêts à répondre. Oui, alors il faut effectivement, il y a des instruments, l'Europe a un certain nombre d'instruments qu'elle a entre les mains, qu'elle n'a jamais pour l'instant utilisé. Je pense en particulier à l'instrument anti-coercition qu'elle avait imaginé pour la Chine, mais elle a la possibilité de l'appliquer éventuellement aux États-Unis. C'est un instrument extrêmement puissant, donc elle a la possibilité d'agir. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait M. Trichet. Elle n'est pas si faible que ça. C'est pas parce qu'il y a, en termes de négociation, c'est pas parce qu'il y a des intérêts divergents, et il y a des intérêts divergents, c'est évident, que pour autant,
à la fin, il y a une décision qui est prise. Les textes le disent. Et donc, même s'il y en a qui ne sont pas contents, la décision s'imposera. Donc, elle va parler d'une voix. La difficulté, c'est qu'elle est souvent un peu lente, mais moi, je crois qu'elle a tout à fait la possibilité de réagir et qu'effectivement, il ne faut pas se laisser impressionner dans la négociation. Mais c'est clair que, malgré tout, il faut maintenant intégrer le fait de cette incertitude permanente. Oui. Et je partage totalement le fait qu'il faut vraiment sans arrêt regarder ce qui se passe sur les marchés financiers, sur la dette américaine, sur le dollar. C'est absolument essentiel. C'est ce qui l'a fait plier une fois. Et vu ce qui s'est passé sur sa dette avec le projet de budget qu'il a voté hier, où la dette va exploser, la dette américaine va exploser, ça le fragilise encore plus. Et donc ça, c'est vraiment un point d'attention sur lequel... Alors, vous êtes d'accord, Jean-Claude Trichet et Isabelle Tisse-Saint-Jean, mais peut-être que ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. C'est ce que pense Bernard Arnault. Écoutez-le, il était auditionné mercredi au Sénat sur les aides aux grandes entreprises et il a parlé de la stratégie face à Donald Trump. Et alors là, Christian Saint-Etienne, on a envie de vous entendre juste après Bernard Arnault. L'Europe est un allié traditionnel des États-Unis et réciproquement. Voilà. Et M. Trump est très ouvert à ça. Mais si on le menace, si on lui dit soit nous on arrive, on va prendre telle ou telle mesure, soit on ne veut plus que nos entreprises investissent aux États-Unis, on aura le résultat inverse. C'est sur quoi j'essaye d'intervenir, modestement. On n'est pas censé riposter face à Donald Trump ? Il y a différents niveaux de réponse possibles. Il y a une réponse systémique, politique et stratégique de l'Union européenne. Puis Bernard Arnault fait référence à la demande du président Macron de ne pas investir aux États-Unis. Alors Arnault a simplement dit devant la commission d'enquête, c'est le premier marché au monde. C'est 1/5 de la consommation mondiale. Et en termes de marché du luxe, qui est son business, c'est le premier marché au monde. Donc il dit, je ne peux pas ne pas investir là-bas, sinon je suis mort. Par ailleurs, on rappelait sur LCI hier soir que Bernard Arnault est le premier contributeur national à l'impôt sur les sociétés. À lui tout seul, il paye 5% de la totalité de l'impôt sur les sociétés en France, qu'il emploie 40 000 personnes en France, et que les bénéfices qu'il fait ailleurs sont rapatriés sur notre territoire. Donc on a besoin d'entreprises puissantes qui se développent. La question, c'est plutôt, est-ce que nous, France, nous sommes compétitifs et nous sommes un bon pays d'accueil des investissements. Parce que si les investissements se font aux États-Unis, c'est parce que les entreprises pensent que les États-Unis sont un pays qui vont rapporter à ces investissements. Si la France et l'Union européenne sont à 1% en taux de croissance depuis 20 ans. En tout cas, spécialement la zone euro. Donc là, et toutes les anticipations pour la décennie qui vient, c'est également 1%. Les anticipations actuelles des marchés financiers, sur les 10 ans qui viennent, c'est que la croissance aux États-Unis, c'est le double de l'Union européenne. La Chine, c'est le triple ou le quadruple. Et l'Inde, c'est 6 fois la croissance de l'Europe. Nous sommes la zone de non-croissance. Alors, on a des points d'appui qui sont notre marché intérieur, mais on ne l'utilise pas suffisamment parce qu'il y a encore des barrières internes. Mais surtout, nous n'avons pas investi là où il fallait. Les secteurs qui font la croissance américaine aujourd'hui, mais également la croissance chinoise, c'est les biotech, c'est le numérique, c'est l'espace. Sur les biotech, les Chinois investissent 5 fois plus que l'Europe, les États-Unis 7 à 8 fois. Sur l'espace, les Chinois 5 fois l'Europe, les États-Unis 10 à 12 fois. Vous rejoignez ce que disait Isabelle Tisse-Saint-Jean. Voilà, il faut qu'on investisse plus et qu'on investisse plus dans les technologies et dans les marchés qui sont clés. Pourtant, on a des acteurs significatifs en Europe sur les satellites. On a Eutelsat, on a d'autres entreprises puissantes. Mais simplement, on se bataille entre nous pour savoir qui doit investir, qui contrôle, ainsi de suite. La France était très bonne sur les satellites en termes de construction. Les Allemands sont obsédés
passer par le fait de nous contrer sur la fabrication de satellites. Enfin, dans tous les domaines, c'est comme ça. On n'arrive pas sur les dépenses militaires. On le sait maintenant, les dépenses militaires européennes ne sont pas négligeables. On est au-dessus de 450 milliards. Simplement, sur les grands systèmes d'armement, il y en a 180 en Europe, là où il y en a 30 aux États-Unis. Donc, on a une multiplication des systèmes d'armes qui font qu'on n'a pas la production suffisamment longue pour abaisser les coûts. Donc, il y a une nécessité d'intégration. Et Jean-Claude Trichet évoquait la fédération. C'est une option, mais une option à 27 qui va être très compliquée quand la Hongrie et la Roumanie sont tournées vers... la Hongrie accueille des investissements chinois massifs. La Roumanie, d'autres pays rêvent de la Russie. Je pense qu'en fait, il faut aller très vite sur un noyau dur de quelques pays, France, Allemagne, Benelux. C'est très important, même si on commençait par France, Allemagne, Benelux, ces 5 pays-là. Oui. Pourquoi d'ailleurs c'est clé? Nos principaux ports, ils sont dans le Benelux. Le premier port allemand, c'est Rotterdam. Le premier port français, c'est Anvers. Donc il y a une cohésion, une cohérence stratégique à avancer sur ce noyau dur. Si on développe ce noyau dur, on est à 190 millions d'habitants. Et là, on commence à peser, à tenir la dragée. Avant d'entendre Jean-Claude Trichet, permettez-moi juste d'accueillir Stéphane Manigold, qui est connecté, président du groupe Éclore. Bonsoir. Et on a envie de vous entendre sur la France qui se dit prête à riposter et sur la colère, évidemment, des grands patrons qui sont ulcérés sur ces taxes, parce qu'on parle des taxes de 50% ce soir, mais il y a déjà eu une augmentation des taxes. On est déjà à 12,5%. Rapidement, Isabelle Saporta, sur Laurent Saint-Martin, qui dit, voilà, on est prêt à répondre, on est prêt à riposter, même si nous, ce qu'on souhaite, c'est à des escalades. Est-ce que ça, c'est de nature à faire peur au président américain? Jean-Claude Trichet a raison, il va falloir quand même, et vous, madame, vous avez très bien dit, tous les trois d'ailleurs, qu'effectivement, il est temps que l'Europe prenne conscience qu'elle est une Europe puissance et une Europe politique. La question aussi, c'est un peu la cacophonie avec laquelle on répond. On a un ministre polonais, dont on ne sait pas d'ailleurs, la Pologne, c'est le 1er juin qu'on va savoir de quel côté elle tombe, si je puis me permettre. Pour le moment, on espère tous que ce sera le maire de Varsovie, qui est libéral, qui va passer. Si tel n'était pas le cas, on serait comme avec d'autres pays, avec quelqu'un qui ne serait pas pro-ukrainien ni pro-business, mais qui tournerait vers quelque chose qui pourrait être complètement trumpiste. Donc on est en plus dans cette incertitude avec une Europe qui malgré tout est très fracturée. La Roumanie a certes fait élire entre guillemets le candidat dont on espérait qu'il soit élu, c'est-à-dire le libéral, mais malgré tout on a mis au jour une propension énorme dans ceux qui n'étaient pas les villes d'un électorat populiste, très anti-Europe. L'Allemagne, sur laquelle on s'appuie énormément avec Merz, qui a l'air d'être un chancelier assez courageux, est complètement fracturé dans son côté Est par l'AfD. Et donc, on a un moment où on aurait besoin que l'Europe soit très très forte et elle est quand même taraudée, brillée par des populismes. Et quand j'entends Laurent Saint-Martin, il a raison de dire ce qu'il dit, il n'empêche que la France n'a jamais été aussi faible politiquement et économiquement d'ailleurs qu'elle l'est aujourd'hui. Donc si vous voulez, tout ça nous arrive au fond quasiment au pire moment pour l'Europe. Jean-Claude Trichet, je voyais réagir. D'abord, je note que lorsque nous sommes unis, nous pouvons être premiers dans le monde ex aequo, disons. Airbus est une merveilleuse démonstration du fait que lorsqu'on est unis, et on est unis en réalité à un petit nombre de pays qui ne représentent pas les 27, mais qui sont des pays qui sont sur le marché européen, sur le marché mondial, et comme je le disais, premier ex aequo, disons, avec Boeing. Donc, nous sommes très forts potentiellement. Nous sommes faibles lorsque nous sommes divisés. Et c'est vrai qu'il y a un plafond de verre. Je vous donne l'exemple de l'euro, que je connais un peu. L'euro est une formidable réussite en ce qui concerne la monnaie elle-même. Réussite magnifique, d'ailleurs approuvée par l'ensemble de nos concitoyens, à 70%, et même plus d'ailleurs. En revanche, l'euro n'est pas le dollar. Pourquoi est-ce que l'euro n'est pas le dollar? C'est tout simple. À New York, vous avez le dollar des États-Unis, monnaie de référence pour les bonds et les bills, les obligations et les bons du Trésor, et une seule signature, Trésor américain. Signature d'ailleurs un peu secouée en ce moment, et pour cause. Chez nous, 20 signatures. Il y a 20 signatures. Et donc la liquidité, la profondeur des grandes
des grands marchés, si vous voulez, du grand benchmark, c'est-à-dire l'instrument financier le plus important, qui est, comme toujours, le Treasury, nous sommes dans un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 15 au profit des États-Unis et à notre détriment. Et ça, en dépit d'un succès prodigieux de l'euro, qui n'était pas anticipé d'ailleurs. Tout le monde pensait que l'euro serait une monnaie qui serait brinque-ballante et qui ne pouvait pas durer. Donc, au total, si vous voulez, je suis de plus en plus conscient du fait que nous avons un plafond de verre important. Par exemple, dans le domaine financier, nous avons un marché commun depuis le traité de Rome. Nous avons un marché unique parce que nous avons décidé d'être beaucoup plus sérieux dans la construction du marché commun unique. Nous avons une union bancaire. Ça n'empêche que les banques commerciales ne sont pas dans un marché unique. Pas du tout. Parce que le système reste vertical. De même, évidemment, pour les marchés des capitaux. Ce qui est pour nous un handicap gigantesque. Sans parler de notre épargne qui part financer les États-Unis. Évidemment. Les 3% du produit intérieur brut de surplus d'épargne que nous avons ne vont pas chez nous et n'investissent pas chez nous. Ils investissent dans le reste du monde, disons, pas exclusivement aux États-Unis. Les États-Unis sont en déficit d'épargne de 3% du PIB. Et le reste du monde les finance, jusqu'à ce que Trump démolisse ce financement du reste du monde, ce qui serait bien mérité, compte tenu de ses exactions. Vous restez avec nous à suivre. Kady va nous expliquer dans un instant quels seraient les secteurs les plus touchés si Donald Trump appliquait sa menace, les secteurs les plus touchés en France. A tout de suite dans le grand dossier. C'est-à-dire, au minimum, le taux d'impôt sur les sociétés. On débat encore en plateau pendant la pub, ça n'arrête pas. Sur l'Europe, parce que Donald Trump, il provoque une effervescence en plateau sur LCI, sur les marchés financiers. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir intitulé « Taxe contre l'Europe, Trump repart en guerre ». Le choc provoqué par le président américain déstabilise à nouveau le monde entier ce soir et l'Europe, les bourses européennes clôture en baisse. Paris, moins 1,65% et Francfort, moins 1,54%. Les grands patrons sont inquiets parce que, évidemment, certains secteurs de notre pays seront touchés plus que d'autres. Kady, expliquez-nous, justement. Alors, oui, effectivement, Marie-Aline, d'après l'INSEE, en fait, en 2024, ce qui s'exporte le plus là-bas, eh bien, ça se concentre autour de 3 gros marchés. D'abord l'aéronautique, les vins et spiritueux, et puis le secteur du luxe, en l'occurrence les parfums, les cosmétiques. Alors la filière viticole en général est celle qui se crispe le plus quand Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, puisqu'il avait déjà dégainé, rappelez-vous, lors de son premier mandat. Le vin et les spiritueux, c'est 25% des exportations aux États-Unis. Vous voyez sur cette infographie, le cognac, lui, à lui seul, ça représente 40% de l'export. Alors on a pris un petit exemple pour être plus parlant, un produit phare. C'est le champagne. Le champagne qui se vend en moyenne autour de $50 avec les nouveaux droits de douane de Donald Trump. S'il met sa menace à exécution, ça nous reviendrait à la bouteille à $72 environ. Et alors donc, inquiétude importante aussi sur la filière du marché des produits laitiers, Marie-Aline. En 2024, ça représentait 42 millions d'euros à l'export de Paris à Washington. Là aussi, on vous a pris un petit exemple. Le camembert qui se vend autour de $12 en moyenne, eh bien, il se vendrait autour de $15. C'est pas rien. À l'époque de ce que Donald Trump, rappelez-vous, avait appelé la Liberation Day. Vous vous rappelez Oui, bien sûr. Le 2 avril dernier, il y a eu des exceptions. C'était les produits pharmaceutiques. Alors là, c'était plutôt heureux d'ailleurs parce que la France, elle en exporte beaucoup aux États-Unis. Là, on ne sait pas s'ils seront eux aussi exemptés. Jusqu'à maintenant, c'est encore le mystère le plus complet. Merci beaucoup, Kady. Il nous reste très peu de temps et j'ai envie évidemment de vous entendre tous autour de la table. Jean-Claude Trichet, est-ce que la France risque de payer le prix fort dans ce bras de fer avec Donald Trump ? La France paiera le prix qui sera finalement décidé par la négociation quasi-fédérale à laquelle nous participons avec beaucoup d'autres. Chacun défendra évidemment, avant la décision finale du négociateur européen, ses propres intérêts. Au total, cela a d'ailleurs déjà été dit, nous exportons malheureusement moins que d'autres, nous sommes moins présents sur le marché américain, à part évidemment Airbus, où avec les Allemands et les Espagnols, nous avons évidemment une position très importante, qui est attaqué en ce moment, d'ailleurs, clairement nommément, si je puis dire, par le président des États-Unis. Donc,
Au total, nous devrions être un peu moins touchés que d'autres. C'est pas glorieux, c'est que nous sommes moins exportateurs que d'autres et moins présents sur le marché américain. Premier tour. Mais si l'Allemagne est très touchée, bien entendu, nous serons touchés au second tour. Bien entendu, on sera tous touchés et l'Europe tout entière sera touchée. Mais là, l'analyse était pays par pays, bien sûr. Produit par produit. C'est pas glorieux, mais effectivement, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Parole au patron, Stéphane Manigold, qui a patienté. On le remercie, président du groupe Éclore. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir, face à cette guerre commerciale qui est relancée en tant que patron ? Écoutez, en tant que patron, petit patron, moi je vais observer le comportement de Donald Trump. Et Donald Trump, il observe quoi? Il observe qu'en France, nous vivons une crise politique. Il voit bien que les Français sont désabusés, que les patrons sont complètement médusés, qu'il y a une abstention record, des institutions qui sont contestées, et que au fond, qu'est-ce que nous on attend en tant que patron? Ce sont des actes concrets, des résultats et de l'efficacité. Et je vais vous faire une projection de petit patron. Je pense fondamentalement que François Bayrou ne passera pas le cap de cet été et que, au fond, après le conclave, sur les retraites, il aura une censure. Et je rappelle que dès le mois de juillet, le président de la République va être réarmé de ce pouvoir de dissolution. Et je pense fondamentalement que face à ces crises politiques que nous vivons, et s'il y a quelques mois, vous m'avez posé la question, j'aurais été complètement contre. Je pense qu'il faut à nouveau dissoudre. Et je pense que le président de la République, on va devoir retourner aux urnes pour recréer un bloc et une force politique pour qu'en France, on puisse retrouver les coups des franges. On a paralysé l'économie. Les consommateurs ne consomment plus. Vous voulez renverser la table? Ils vont regagner la confiance. On a bien compris. Pour un restaurateur, c'est normal. Oui, pour un restaurateur, c'est même pas exprès, cette métaphore renverser la table. Mais en quoi le gouvernement actuel est responsable des volte-face du président américain? Écoutez, en fait, c'est la faiblesse du gouvernement actuel. Donald Trump, à nouveau, je vous dis, il analyse les points forts et les points faibles de ce que lui considère être des adversaires économiques, des adversaires politiques. Et on le voit bien en France, eh bien, nous avons une faiblesse au Parlement, nous avons un Premier ministre qui est quand même affaibli dans les sondages, une paralysie totale de la puissance publique, une paralysie totale de décision. Nous avons besoin, nous, en tant que patrons, de remettre sur la table le coût du travail. Nous avons besoin de parler de la TVA sociale, qui peut être une réponse au coût du travail. Toutes ces attentes-là, eh bien, aujourd'hui, ils n'y répondent pas. Donc, oui, mais c'est pas sûr que s'il y avait une nouvelle dissolution, le paysage politique serait plus clair. Et sur ce point, je voudrais vous voir réagir, Isabelle Saporta. Je pense même que ce serait l'inverse. Moi, je pense à l'inverse de Stéphane Manigold, que c'est justement parce qu'on est très faible dans un univers de grands prédateurs, de grands fauves extrêmement chaotiques, qu'on ne touchera à rien. Et je pense que c'est la chance, effectivement, de François Bayrou, c'est d'essayer de faire tenir vaille que vaille cet ensemble incertain dans un monde aussi chaotique, et je ne vois pas comment rajouter du chaos au chaos arrangerait les choses. J'avais juste envie de faire participer nos téléspectateurs à ce débat qu'on avait pendant la pub. Allez-y. Assez génial. Pardonnez-moi, je vous relance du coup, Christian Saint-Etienne, quand je vous disais tout à l'heure, au fond quand même on a un problème en Europe, si déjà on était d'accord pour pas devenir des prédateurs entre nous, avec l'Irlande qui défiscalise, etc. Moi j'avais envie de vous entendre là-dessus. Comment déjà on fait pour être plus unis en n'étant pas des prédateurs entre nous? Alors, lorsqu'il y a eu la négociation du traité de Maastricht, les Anglais étaient encore ici dans l'Union européenne. Et les Anglais sont nos alliés, mais pas forcément nos amis. Et ils savent que nous avons un problème lié au poids de la dépense publique. Et donc, une nécessité de maintenir des prélèvements obligatoires à un niveau très élevé. Nous sommes le premier de la classe pour les prélèvements obligatoires. Et les Anglais c'est la seule intervention des Anglais à l'intérieur du traité de Maastricht. C'est eux qui ont fait écrire que toutes les décisions sur les questions fiscales et sociales devaient être prises à l'unanimité. Et ça a eu comme conséquence absolument hallucinante, pour moi monstrueuse. Pour une fois, la France et l'Allemagne étaient d'accord, je parle sous le contrôle de Jean-Claude Trichet. Quand il y a eu la crise sur l'Irlande, on a apporté 70 milliards d'euros à l'Irlande en 2012,
12 pour la sortir de la mouise. Et la France et l'Allemagne étaient d'accord pour dire à l'Irlande, OK, on t'apporte 70 milliards, mais au minimum, tu remontes ton taux de 12,5 parce que la compétition que tu nous fais est insupportable. Et c'est la Commission qui a bloqué sur ce point. Parce que dans les traités, les questions de fiscalité doivent être décidées à l'unanimité. Donc, moi, je suivrai Jean-Claude Trichet sur ce point. Bon, et vous, à contrario, je pense qu'on ne pourra pas avancer à 27. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'un noyau de 9 ou 10 pays. Il faut nécessairement la France, l'Allemagne et le Benelux, puisqu'on est intégrés économiquement, et l'Espagne, le Portugal et l'Italie, qui sont des pays très, très importants sur le plan économique et politique. Mais avec un noyau de 9 ou 10 pays, en incluant, enfin 9 pays en incluant l'Autriche, nous sommes à 300 millions d'habitants. Nous sommes à 15 points du PIB mondial. Nous sommes instantanément la 3e puissance du monde. Et dans ce qui pourrait être un projet politique et constitutionnel, il faut absolument dire qu'on met en place, au moins entre nous, si on ne peut pas le faire à 27, un minimum sur... ce débat sur le taux de l'impôt sur le... Il faudra l'avoir à nouveau. Et un minimum sur On n'arrête plus Christian Saint-Etienne, mais je vous promets qu'on aura à nouveau ce débat. Je sais qu'on arrête, mais... qu'il est 18h. Ça suppose une fédération politique avec un premier groupe de pays. Voilà. Je partage tout à fait. Et on va devenir une fédération politique grâce à voilà, mais je vois bien le coup d'État que vous voulez orchestrer, Isabelle Saporta. Merci Isabelle Saint-Jean. On sera ravis, Thys Saint-Jean, de vous recevoir à nouveau parce que ce débat sur le Christian Saint-Etienne est très important. Et merci à Jean-Claude Trichet.